Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Bertrand Martineau pour ce livre J'ai cotisé, j'y ai droit, aux éditions Hermann. Mensonges et vérités sur les retraites. Vous êtes économiste, vous êtes consultant RH, expert associé à l'Institut Montaigne. Vous avez été conseiller social à l'Élysée sous Nicolas Sarkozy. Le choix du titre, J'ai cotisé, j'y ai droit, parce qu'au fond, c'est ce que les gens pensent. Et honnêtement, moi aussi un petit peu. J'ai cotisé, j'y ai droit. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on entend dans les repas de famille, généralement. C'est souvent des boomers qui disent ça, y compris des boomers, moi j'ai eu le cas dans ma propre famille, qui sont très au courant, très au fait des problématiques économiques et financières, qui comprennent le problème démographique, et puis qui concluent sur une note en équité, c'est-à-dire, oui, mais j'ai cotisé, j'y ai droit. Ce qui est, alors en partie faux, compte tenu de la démographie, mais ce qui est moralement et juridiquement assez vrai quand même. Donc c'est pas totalement faux, heureusement. Sinon il n'y aurait pas de système de retraite. Tout système de retraite aujourd'hui, on cotise d'une promesse. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, les actifs cotisent, il faut le rappeler quand même, pour les retraités actuels. Et oui. Voilà. Mais on se dit que si on cotise, on ne cotise pas pour soi, ce n'est pas de la capitalisation, on cotise pour ceux qui sont à la retraite aujourd'hui. Et pour nous, demain, ce seront les jeunes qui travailleront demain, qui financeront nos retraites. Donc cette phrase est financièrement fausse, mais elle est moralement et politiquement largement vraie. Sauf qu'elle est de moins en moins vraie, génération après génération, puisqu'on va cotiser de plus en plus et de plus en plus longtemps pour des retraites qui vont être de plus en plus faibles. Donc cette phrase est de moins en moins vraie, bien entendu. Après, j'écoutais le COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui nous dit qu'en 2030, le système sera en déficit de 7 milliards d'euros. Comme diraient nos amis helvètes, il n'y a pas le feu au lac. Non, mais c'est vrai, on se dit que c'est gérable l'horizon 2030. Alors, deux sujets. D'abord, un système de retraite, ça se pilote à 25 ans, à peu près, avant qu'une génération disparaisse, en gros. Donc, c'est pas parce que des déficits sont faibles aujourd'hui, seraient faibles, on va y revenir aujourd'hui, qu'il n'y aurait pas de problème à l'horizon dans quelques dizaines d'années. Je rappelle que les erreurs ou les succès d'une politique des retraites ont une sorte d'effet de traîne plusieurs décennies après. Aujourd'hui, nous payons encore dans nos déficits et dans nos dettes la retraite à 60 ans. Bien sûr. Et de même, les décisions que nous allons prendre l'année prochaine auront des effets de traîne jusqu'en 2070. Et 2070, c'est pas très loin. Pour certains d'entre nous, ils seront en retraite ou morts, mais ce sera nos enfants et nos petits-enfants. Donc c'est des gens qu'on connaît. Là, on connaît beaucoup de gens, évidemment, là, aujourd'hui, qui seront totalement concernés par ce qui va se passer en 2070. Quand on a 30 ans aujourd'hui, on peut se dire qu'on n'aura pas de retraite ou une retraite très faible ? Non, là, actuellement, le système, si on ne fait rien, on va vers un système de retraite qui va vous laisser dans 20 ou 30 ou 40 ans avec une sorte de RSA vieux. Il y aura un système de retraite, il y aura un filet de sécurité. Mais on ne sera plus capable, si on ne change pas le système, si on ne le modifie pas profondément, de servir des retraites d'un niveau à peu près décent. C'est d'ailleurs ce que pense une majorité de Français qui pensent qu'ils auront une retraite, mais qu'elle ne sera pas suffisante pour vivre, d'où le mouvement d'épargne. Je voudrais juste revenir une seconde sur la question des déficits, puisqu'il y a le mode de comptabilisation de ce fameux déficit est quand même extrêmement perfectible, on va dire les choses... Parce qu'il ne prend pas en compte. Alors, il ne prend pas en compte un certain nombre de subventions d'équilibre qui sont versées par l'État, notamment aux régimes spéciaux, par exemple. Et puis aussi, il y a le problème de la mode de comptabilisation du régime des fonctionnaires, qui est démographiquement extraordinairement déséquilibré, mais qui n'apparaît pas en déficit parce que comptablement, il est équilibré. Il est équilibré par une subvention de l'État. C'est-à-dire que ça veut dire concrètement que si demain, vous doublez la retraite des fonctionnaires, les pensions, là, lundi prochain, eh bien entendu, le déficit de l'État va augmenter, puisqu'il aura plus de dépenses, mais... le système de retraite, dans la comptabilisation actuelle, ne verra pas son déficit accru d'1 euro. Ça veut dire quoi, concrètement ? Mais ça veut dire que l'État compense à l'euro tous les déficits de retraite des pensions publiques. Lequel déficit ? Combien par an ? Alors, c'est là que c'est difficile à évaluer, mais c'est au minimum 20-30 milliards par an, qu'il faudrait rajouter. Donc quand on dit oui, bien sûr. 7 milliards d'euros de déficit public, de déficit du système des retraites en 2030, il faut en rajouter 20 ou 30 milliards de plus. Au moins. Et là, je simplifie. Pourquoi on ne le fait pas ? Eh bien, la Cour des comptes, récemment, a annoncé qu'elle réfléchissait à la question et qu'elle allait probablement modifier cette règle. Donc ça a été annoncé. D'ailleurs, sur les 280 pages du corps, il n'a pas été assez souligné qu'il y a un petit paragraphe qui prépare aussi ce pivotage qui va faire apparaître le déficit de retraite comme plus important que ce qui était prévu, que ce qui était annoncé, parce qu'il y a une modification du mode de comptabilisation. C'est une véritable bombe qui va exploser en pleine campagne présidentielle, effectivement. Justement, la campagne présidentielle, ça sera un des gros sujets, selon vous, la retraite, encore une fois ? Alors,
ou pas? Sur le champ économique et social, ce sera probablement, malheureusement, j'allais dire, un thème central. Il n'y a qu'à voir comment les candidats ont du mal à se positionner sur ce sujet parce qu'ils savent qu'il n'y a que des coups à prendre. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas, a priori. Et les Français n'en veulent pas, en même temps, c'est toujours compliqué. Alors c'est compliqué. 80% ou 90% des Français veulent un retour de la retraite à 62 ans. Oui, sauf que les mêmes Français, quand vous les interrogez, ils anticipent qu'ils partiront au-delà de 65 ans. Aujourd'hui, on part en moyenne à 63 ans. 63 ans et demi à peu près, en moyenne. Ah, pour moi, c'était 62 ans et 9 mois. Non, c'est un peu plus de 63 ans. Ok. Mais ça dépend des régimes, par exemple. Par exemple, dans les régimes des indépendants, vous partez beaucoup plus tard. Les régimes de fonctionnaires, vous avez des catégories actives qui partent plus tôt, qui partent à 60, 61 en moyenne. Qu'on fait la moyenne En moyenne, ça fait un peu plus de 63, oui, bien sûr. Mais ça, c'est grâce aux réformes des retraites antérieures, évidemment, qui ont sauvé le système. On ne dira pas assez que tous ces gens qui ont été extraordinairement impopulaires, les Éric Woerth, les François Fillon, et puis alors Édouard Balladur, il y a longtemps, ont sauvé le régime de retraite quand même. On n'aurait plus le régime de que des gens de droite. Oui, alors il y a une petite réforme Touraine qui a été faite en 2014, qui n'était pas négligeable. L'augmentation, ils ont joué sur la durée, c'était pas négligeable. Passer de 40 années de cotisation à 43, c'est quand même pas non plus négligeable. Alors même que je rappelle que le candidat Hollande avait été élu sur la promesse d'un retour à 60 ans. Et au lieu de ça, on a eu un petit élargissement du dispositif dit carrière longue. Vous voyez. Qu'est-ce que vous dites aux candidats qui feront campagne, certains feront campagne, sur le retour de la retraite à 62 ans? D'ailleurs, c'est le choix des Français. Vous dites quoi, ces hommes et femmes politiques? Mon intuition, mais là je sors de mon rôle d'économiste, je regarde simplement les sondages de long terme sur les retraites. Je crois qu'il y a une prise de conscience des Français, notamment sur la démographie, et les Français votent un peu avec leurs pieds puisqu'ils plébiscitent les dispositifs par capitalisation. Vous avez, alors certes, on part de quasiment zéro, donc les chiffres sont impressionnants en taux de croissance, mais vous avez un boom aujourd'hui des plans d'épargne retraite qui montre bien que pour la première fois depuis de nombreuses années, les Français majoritairement ne font plus confiance à leur système par répartition tel qu'il est aujourd'hui pour leur assurer plus tard une retraite décente. Donc, on peut penser que le charlatan qui va vous expliquer que tout ça n'existe pas et qu'on peut revenir à 62 ou 60 ans, je pense n'a à peu près aucune crédibilité et que les gens voteraient pour lui malgré ça. Cette promesse. Pardon ? Mettons-nous dans le cas de figure où un homme ou une femme politique se fait élire sur cette promesse d'un retour à 62 ans. Il sera naturellement obligé de faire le contraire de ce qu'il aura annoncé. Alors ce ne serait pas la première fois, vous me direz, dans l'histoire. Encore une fois, François Hollande, sur un ton un peu mineur, avait quand même annoncé un retour à la retraite à 60 ans, et c'est une des raisons probablement pour lesquelles il a été élu. Et en réalité, il a juste fait une petite mesure qui était vraiment anecdotique sur les carrières longues, permettant à certaines personnes, en plus de ce qui était possible, de partir à 60 ans. Et la vérité, c'est qu'on a une réforme Touraine, 2 ans après, qui a quand même durci sensiblement les paramètres. Quand on est jeune, j'imagine pour les jeunes qui nous regardent, ils seront obligés de travailler plus longtemps pour des retraites plus faibles. C'est ça qui leur prend au nez? Alors, travailler plus longtemps, c'est sûr. Ça, c'est une question démographique et c'est même une question économique. Quand vous avez de plus en plus de personnes qui sont entre 60 et 70 ans, c'est sûr que le réservoir de travail, de quantité de travail, il est là. Et puis, si, comme ce qu'on imagine, l'espérance de vie va continuer à croître, si ce n'est pas le cas, d'ailleurs, on aura moins de problèmes de retraite. Mais enfin, si l'espérance de vie continue à croître, tout naturellement, c'est là que se trouve le principal réservoir de travail supplémentaire. Et Dieu sait si c'est ça qui manque, entre autres en France, pour avoir une économie plus solide. Donc, bien entendu, ils vont travailler plus tard. Si tant est que les entreprises conservent leurs seniors. Sujet qu'on parle tout le temps. Oui, mais les entreprises, elles obéissent un peu à l'effet horizon. C'est-à-dire que si la retraite est à 60 ans, vous êtes vieux à 55. Si la retraite est à 65, vous êtes vieux à 60. Enfin, vous voyez, c'est un peu le problème de la... C'est un problème important, mais c'est un peu quand même le serpent qui se mord la queue quand même. C'est quand même le système de retraite qui décide à quel âge vous êtes vieux. Dans les systèmes spéciaux, dans les régimes spéciaux qui aujourd'hui sont en voie d'extinction, vous pouviez partir à 52 ans, ça veut dire ou 55 ans, ça veut dire qu'à 45 ans, vous étiez complètement vieux. Vous voyez, il y a quand même cet effet-là. La SNCF, quand il y avait ces dispositifs, elle considérait que vous étiez en fin de carrière à 48 ans. Maintenant, si vous partez à 64, elle ne va pas considérer qu'à 48 ans, vous êtes en fin de carrière. Ouais. Voilà. Donc, il faut traiter ces sujets, c'est important, mais il faut les traiter progressivement, c'est-à-dire que ce dont on parle, l'allongement de la durée effective de vie active, ça va se faire sur plusieurs décennies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le feu. On ne va pas demander aux gens de travailler jusqu'à 68 ans demain matin. En 2070, vous savez, c'est dans 45 ans, comment fonctionnera le marché du travail, où on en sera avec l'IA, tout ça, on n'en sait rien. Dans les pays d'ailleurs qui ont l'âge de départ à la retraite légal à 65, 67 ans ou plus, oui. L'âge effectif n'est pas à ce niveau-là.
L'âge effectif, il est quoi? Il est à 64, 65 ans? En Allemagne, il est un peu plus d'1 an de plus que nous. Mais Voilà. il augmente chaque année Donc, parce qu'on reporte. Effective, on n'est pas tant en retard que ça. On se dit, oui, à la France, on est en retard sur l'âge légal, mais sur l'âge effectif, on est vraiment très loin. Ça fait 1 an et demi, c'est beaucoup, sachant qu'en plus, il se trouve que les en dehors de l'Allemagne, encore une fois. Oui, oui, mais les Allemands, en moyenne, parce que ce qu'il faut regarder, ce n'est pas simplement l'âge de départ. Ce qui compte financièrement, et permettez-moi d'être un petit peu brutal, mais ce qui compte, c'est la durée que vous allez passer en retraite. Bon, à la limite, si vous partez en à bonne 60... santé, si possible. Oui, mais non, financièrement, je suis désolé, là je prends vraiment la posture du type froid et financier. Mais financièrement, que vous soyez en bonne santé ou pas, vous coûtez au système de retraite. Hein, on fait de la finance. Politiquement, c'est un autre sujet, vous avez raison, mais financièrement, c'est comme ça. Le retraité allemand passe aujourd'hui 5 ans de moins à la retraite que le retraité français. Voilà. Pas parce qu'il part plus tard. Alors, mais parce qu'il a une espérance de vie légèrement plus faible, et puis parce qu'il part quand même un peu plus tard. C'est plutôt 1 an et demi à peu près en moyenne. Voilà. Donc quand vous combinez les deux, on a la chance, nous, de oui. vivre plus longtemps, Tout à et fait. de partir. Oui, et c'est la combinaison des deux, notamment chez les femmes qui vivent plus longtemps que les hommes. C'est la combinaison des deux qui fait qu'on passe 5 ans de plus en moyenne en retraite que les Allemands. Et ça coûte très cher. Donc les Allemands ont des pensions plus faibles par tête, et ils en bénéficient moins longtemps. Beaucoup d'économistes m'ont dit, mais il faut arrêter. Le plus important, c'est le taux d'emploi des jeunes et des seniors. Si on avait le taux d'emploi des jeunes et des seniors au niveau des bons élèves européens, on ne serait plus en déficit du système de retraite. Est-ce que c'est vrai, ça ? Non, alors c'est faux. Les déficits déjà présents, si on compte correctement, et à venir des systèmes de retraite sont tels qu'on ne peut pas se contenter de dire il suffit que le taux d'emploi soit plus élevé. Ça ne suffit pas. C'est une grosse partie du problème, notamment sur les retraites, effectivement, mais ça ne suffit pas à résorber notamment les déficits, qu'on a 152 milliards de déficit public l'année dernière quand même, donc c'est pas que ça. Les 152 milliards de quoi? De déficit public global. Global, oui. Et les retraites qui sont un quart de la dépense publique, ouais. Si vous êtes dans une entreprise et que vous faites un peu de comptabilité analytique, vous dites, en gros, un quart des déficits totaux doit bien être causé par les retraites. Bon. Donc, vous avez un système où, effectivement, il faut que les seniors travaillent plus longtemps, ce qui suppose des changements importants dans les entreprises et dans les administrations aussi. Et par ailleurs, vous avez un problème de taux d'emploi des jeunes. Mais le problème de taux d'emploi des jeunes, c'est plutôt un problème de politique de l'emploi. Parce que les jeunes, et ce serait bien qu'ils aient un taux d'emploi supérieur, évidemment, mais ce n'est pas eux qui vont sauver le système de retraite, au sens où les jeunes sont, c'est normal, moins bien payés que les seniors, ont moins de qualifications, sont moins productifs, et donc ils rapportent moins, un jeune de plus rapporte moins au système de retraite qu'un senior qui travaille 1 an de plus. Ouais. Donc c'est pas symétrique. Ouais. Quelles sont les pires contre-vérités, les pires mensonges qu'on entend en débat public sur les retraites ? Alors aujourd'hui, c'est un thème qui apparaît beaucoup, porté par certains candidats qui veulent contourner la question de l'âge légal. C'est faisons sauter l'âge légal et laissons... Gabriel Attal. Oui, par exemple. Alors, il n'est pas le seul, mais enfin, lui, il l'a Jordan Bardella qui l'a poussé de manière assez vocale, comme on dit en anglais. Ouais. Oui. Pourquoi c'est une mauvaise idée? Pourquoi c'est une mauvaise idée? Parce que ça confond capitalisme. Chacun part quand il veut, c'est la liberté. Bien sûr. Et puis il a la pension qu'il a en fonction de l'âge. Bien sûr, tout à fait, oui. Alors ça semble une bonne idée parce que ça répond à une certaine forme d'équité. C'est-à-dire si vous avez cotisé 40 ans ou 42 ans, vous avez les pensions qui... Voilà. Liberté, moi je pars à 55 ans, j'ai cotisé très peu, j'aurai une retraite de misère. Ça paraît équitable. D'accord. Sauf que si je pars en retraite à 55 ans, je vais produire moins, je ne vais pas cotiser. Qui va payer les retraites? Je rappelle qu'on est dans un système par répartition. Donc ce qui compte, c'est de payer les retraites d'aujourd'hui. Je vais dire les choses de manière brutale. En système par répartition, ce que vous avez cotisé il y a 30 ans, pour vous, c'est important en termes d'équité. Actuellement. Mais aujourd'hui, on n'en a rien à faire de ce que vous avez cotisé il y a 30 ans dans un système par répartition. Ce qui compte, c'est ce que vous allez cotiser aujourd'hui. Ouais. Et si j'ai hérité, si je suis relativement riche et que je peux me permettre de partir tôt, à 55 ans, avec même une grosse décote, au niveau individuel, c'est équitable, j'ai cotisé peu, j'aurai une retraite de misère. Au niveau collectif, il y a quand même un manque de production et un manque de cotisation. Et donc, on met le système de retraite en danger. Donc, on peut, bien entendu, qu'il faut regarder la question de la durée. On ne peut pas avoir la même retraite en ayant travaillé 40 ans ou en ayant travaillé 20 ans. Évidemment, il y a une proratisation à faire. C'est d'ailleurs ce qu'on fait aujourd'hui. Mais il faut... Dans tous les pays, c'est comme ça d'ailleurs que ça se passe, il faut une encre qui est sur l'âge, parce que la question d'un système de retraite par répartition, c'est l'âge, c'est pas la durée. Et donc, en fait, certains politiques essaient de contourner la question de l'âge en essayant de mettre en avant la question de la durée. Ouais. Et pour que ça marche, il faudrait des durées extrêmement longues, 45 ou 46 ans, et des décotes gigantesques. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait que le système soit fait que, de fait, personne ne partirait avant un certain âge. Donc c'est une façon particulièrement hypocrite de traiter le sujet. Le sujet, c'est l'âge, il faut le regarder en face.
Alors c'est quoi le bon âge légal de départ à la retraite pour équilibrer le système ? Alors, le Conseil d'orientation des retraites a fait des simulations et en se posant la question, si on ne vous plaît plus de déficit, à quel âge effectif, donc vraiment en réel, il faudrait partir. Et il a trouvé qu'en 2070, ce serait 67 ans et 8. Bon. Ça, c'est l'âge effectif. C'est loin, là, parlons de 2030-2040, des années. Mais en 2030-2040, vous ne rééquilibrez pas, vous ne rééquilibrez pas exclusivement par l'âge. Parce que si vous décalez l'âge, en fait, ce sont des effets à long terme. Il faut attendre que les générations se renouvellent en fait, pour avoir un effet. Donc il faut des financements de court terme. Alors les financements de court terme, vous avez 420 milliards de pensions à payer. Donc vous désindexez les pensions de retraite. Par exemple. Vous ne ferez pas lire avec ça, vous non, mais dans ce cas-là, je ne ferai pas le contraire le lendemain de ce que j'aurais dit. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que c'est juste de demander aux pensionnés de dire, voilà, au lieu que ce soit indexé sur l'inflation à hauteur de 1 ou 2%, ça sera 0 ou 0,5 ? Je ne sais pas si c'est juste ou si ce n'est pas juste. La question, c'est qu'on a 152 milliards de déficit public. Ce chiffre n'est pas contesté. Autant le déficit de retraite, comme je vous disais, qui est un sous-ensemble, est sujet à débat, et va certainement être révisé à la hausse pour des raisons comptables et de cohérence comptable. Mais le déficit global qu'on a de 152 milliards et le stock de dette de 3500 milliards quasiment qu'on a n'est pas sujet à débat. Pour stabiliser l'endettement, il va falloir, comme vous le savez, c'est comptable, il va falloir faire 100-120 milliards d'économies ou de hausse d'impôts d'ici dans quelques années. Et d'ailleurs. Probablement. Probablement. Bon. Donc la question est de savoir comment on répartit l'effort. Il n'y a pas de raison philosophique, politique, éthique, que 18 millions de personnes qui ne sont pas des citoyens de seconde zone, qui ont en moyenne un patrimoine plus important que la moyenne, qui ont des revenus qui en moyenne... Et bien sûr qu'il y a des pauvres, des vieux pauvres, il y a aussi des jeunes pauvres d'ailleurs. Bon, il n'y a pas de raison de penser qu'ils doivent être exonérés de l'effort national. Les actifs vont être mis à contribution. Ils vont être mis à contribution. Comment ? En travaillant plus, peut-être pendant la semaine, enfin pendant une année. Ils vont devoir travailler plus le long de leur vie. Ils vont peut-être être soumis à des prélèvements supplémentaires. Il n'y a pas de raison de leur côté, il n'y a pas de raison philosophique que les retraités échappent à tout effort. Et la contribution des retraités, ça ne peut pas être de se remettre au travail, a priori. Donc ça peut être de désindexer les pensions, en particulier les pensions qui seraient dans des tranches au-delà de la moyenne. Aucun retraité voté. Pardon ? Aucun retraité voté pour ça. Non, alors... La politique, encore une fois. Alors, s'il ne réfléchit pas, moi je vais vous dire, quelqu'un qui a 98 ans, clairement, et qui est égoïste, ce qui fait deux conditions, effectivement, il n'y a pas intérêt. Quelqu'un qui est un jeune retraité, qui a 63 ans, par exemple. Il a intérêt à pérenniser eh bien, je vais vous dire, le gars qui a 63 ans, et qui va vivre peut-être jusqu'à 98 ou 100 ans, parce que vous savez, l'espérance de vie augmente, et il y a des queues de distribution. C'est-à-dire vous allez avoir des gens qui vont vivre à 100, 102 ans, ça ne va pas être quelque chose d'exceptionnel dans quelques années. Bon. Eh bien, si j'avais 63 ou 64 ans, je ne ferais pas le pari que le système tel qu'il est va me permettre qu'on me verse les pensions qu'on m'avait promises dans les 35 années qui me restent à vivre. Et je préférerais une réforme un peu douce où, quand je suis jeune, on me désindexe, on me sous-indexe de 0,5 points, 1 point ma pension pendant quelques années, pour sauver le système, plutôt que de faire l'autruche, de mettre la tête dans le sable et de dire, de toute façon, j'ai cotisé, j'y ai droit et je suis préservé. Je ne ferais pas ce pari si j'étais un jeune retraité. Que dites-vous aux Françaises et aux Français qui voteront l'année prochaine, quel que soit leur âge, quand il s'agira de prendre position notamment sur la question des retraites? Alors, sur ce sujet-là, ce serait voter pour celui qui vous semble le plus proche de la vérité. Or, même les gens qui s'apprêtent à voter pour des personnes qui voudraient la retraite à 60 ou 62 ans savent au plus profond d'eux que c'est un mensonge. Ce n'est pas crédible. Autant sur tout un tas d'autres sujets, il peut y avoir débat. Non, on peut le faire, mais ça fera exploser les déficits. Oui, et du coup, vous aurez un système à la grecque. C'est quand même largement le système de retraite grec qui a fait exploser le système. Oui, c'était quand même le système de pension grec qui était quand même, dans les finances publiques grecques, qui était globalement mal tenu, qui était quand même le poste qui explosait le plus. Parce que c'était un système qui était beaucoup trop généreux et qui n'était pas financé. Donc, il ne faudrait pas qu'on se rende dans cette situation. On est sous la menace de hausse de taux d'intérêt. Il suffirait de pas grand-chose pour qu'on bascule dans un monde où la petite sous-indexation des retraites
où la petite réforme des retraites qu'on propose, que je fais partie de ceux qui proposent, paraîtrait comme quelque chose de bien anodin par rapport à ce qui se passerait si si la Banque Centrale Européenne, par exemple, devait intervenir. Ce qui est dingue, c'est que cette réforme de retraite, on en entend parler tout le temps, depuis Oui. des décennies, et le problème n'est toujours pas résolu. Oui. Alors, le vœu qu'on pourrait faire collectivement, c'est de se fixer collectivement donc, comme objectif qu'en 2032, lors des élections de 2032, les retraites ne soient pas au centre des débats économiques et sociaux. Il vaudrait mieux parler d'éducation, il faudrait mieux parler d'avenir, il faudrait mieux parler d'intelligence artificielle. Cette question des retraites est un boulet, mais malheureusement, on ne peut pas se projeter dans l'avenir tant qu'on n'aura pas, en grande partie, résolu le problème et qu'on ne se sera pas donné collectivement une lisibilité financière sur les prochaines décennies. Il faut lire, vraiment, il faut le lire. J'ai cotisé, j'y ai droit, c'est signé Bertrand Martineau aux éditions Herman. Donc je vous remercie Bertrand Martineau, donc invité de la grande interview en direct, également en replay sur Boursorama et sur YouTube. Merci à vous, à bientôt. Merci.